Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait très très chaud. Et moi, quand il fait chaud, pour détourner l'attention, je parle d'un sujet encore plus chaud. Et aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité réelle, analysée, factuelle d'un risque de guerre civile au Royaume-Uni, mais aussi en France. Et c'est pour cela que je vais vous demander de ne pas faire appel lors de ces vidéos à vos ressentiments, à vos émotions. On va essayer de rester le plus factuel possible, le but étant d'analyser la situation, de comprendre ce qui nous amène à ça, mais également, pourquoi pas, de l'éviter. Et pour cela, nous allons nous baser sur un événement qui s'est passé au Royaume-Uni le 3 décembre 2025 à Southampton, au Royaume-Uni. Un étudiant de 18 ans, Henri Novak, rentre à pied d'une soirée avec ses coéquipiers de foot universitaires. Il croise dans la rue un homme qui porte ouvertement, en sautoir au-dessus de ses vêtements, un poignard de 21 cm. Henri sort son téléphone et quelques minutes plus tard, Henri est poignardé. 4 plaies, dont une mortelle au thorax qui perfore son poumon. L'agresseur, à l'arrivée de la police, accuse Henri de l'avoir agressé pour des raisons racistes. Les policiers menottent Henri, qui se vide de son sang sur le trottoir. Et ce n'est que lorsqu'Henri perd connaissance que la police commence enfin les premiers soins. Henri est mort à minuit 37 sur les pavés de Belmont Road. Et là, normalement, c'est le moment où beaucoup de gens vont s'énerver. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On va essayer de comprendre froidement comment un pays se prépare, sans le savoir, à exploser. Tout d'abord, une précision importante. Je vais parler de guerre civile dans cette vidéo, mais je ne suis pas en train de la souhaiter. Je ne suis pas en train de prédire la guerre civile non plus. Je suis en train d'expliquer une grille de lecture utilisée par des chercheurs reconnus et de regarder ce que cette grille dit de la France et du Royaume-Uni aujourd'hui. Anticiper un risque, ce n'est pas l'appeler, c'est essayer d'éviter qu'il se produise. Et si on n'arrive pas à l'éviter, c'est essayer de ne pas se faire emporter avec. Vous allez voir, je vais donner plein d'arguments très sourcés, donc si vous voulez vérifier, il n'y a qu'à aller dans la description de la vidéo. Et bien entendu, comme toujours, je vous invite à soutenir le travail en likant, partageant, commentant, vous abonnant. C'est très important pour aider cette chaîne, surtout pour un sujet aussi important. Boostez la vidéo et si ce n'est pas encore fait, si vous en avez les moyens, vous avez la possibilité juste là de rejoindre notre communauté de tipeurs pour aider la chaîne à se développer et à travailler de plus en plus de sujets de plus en plus intéressants. Vous êtes prêts pour la vidéo? Allez, on y va. La science politique a une grille de lecture sur la naissance des guerres civiles. Et cette grille, elle a une autrice principale, Barbara Walter, professeure à l'Université de Californie de San Diego. Elle a conseillé pendant des années la Political Instability Task Force de la CIA, qui parle donc d'instabilité politique. En 2022, elle publie un livre qui fait grand bruit intitulé How Civil Wars Start. Comment naissent les guerres civiles. Et son livre dit une chose dérangeante. Les démocraties occidentales, depuis le milieu des années 2010, sont entrées dans une zone que la science politique reconnaît comme une zone à risque. Walter identifie 5 conditions structurelles. Écoutez bien. Premièrement, l'affaiblissement institutionnel. Un régime qui n'est plus pleinement démocratique, mais pas encore autoritaire. La confiance dans les institutions s'effondre, les élections sont contestées, la justice est perçue comme à géométrie variable. Ensuite, la factionnalisation identitaire. Quand l'origine, la religion, le territoire et le vote pointent dans la même direction, on a 2 groupes qui se reconnaissent comme 2 peuples vivant sur le même sol, plus comme un seul peuple, traversé par des désaccords. La perte du monopole de la violence légitime ensuite, quand l'État ne fait plus respecter la loi de la même manière selon qui est en face. L'apparition d'un groupe qui se vit comme déclassé et qui trouve des entrepreneurs politiques pour articuler son grief. Et enfin,
l'effondrement du récit commun, plus la même histoire, plus les mêmes héros, plus les mêmes faits divers. Est-ce que ces 5 éléments ne vous rappellent pas quelque chose ? C'est normal, et vous n'êtes pas le seul à le voir. En 2023, un autre universitaire, britannique cette fois, prolonge le travail de Walter. Il s'appelle David Betts, professeur au département de War Studies de King's College London. Une des institutions académiques les plus respectées du monde anglo-saxon sur les questions de stratégie militaire. Il conseille le Foreign Policy Research Institute. Ce n'est pas un militant identitaire reconverti en youtubeur, c'est un chercheur établi. Son article s'intitule « Civil Wars Comes to the West ». La guerre civile arrive en Occident. Et Betts dit ceci. Accrochez-vous bien. Il estime à environ 18% la probabilité qu'une guerre civile, ou des conditions assimilables à une guerre civile, se produisent au Royaume-Uni ou en France dans les 5 années qui viennent. Il qualifie lui-même cette estimation de conservatrice. Il pense qu'elle est plutôt en dessous de la réalité. 18%, c'est plus que la probabilité qu'estiment la plupart des sismologues pour un grand séisme à San Francisco dans la même période. Ce n'est pas rien. Et ça vient d'un professeur de King's College, pas d'un complotiste dans le fond de son garage. Regardons maintenant le Royaume-Uni parce que c'est l'exemple le plus avancé sur la courbe. Août 2024, les émeutes de Southport. Plusieurs jours d'affrontements dans plusieurs villes britanniques. Les pires troubles civils que le pays ait connus depuis 2011. Plus de 1000 arrestations en quelques jours. Pendant ce temps-là, depuis plus de 20 ans, plusieurs villes britanniques ont vu se développer ce que la justice locale a fini par reconnaître officiellement comme des réseaux de viols collectifs organisés visant des jeunes filles. Les fameux grooming gangs. Rotherham, Telford, Rochdale, des rapports parlementaires ont reconnu que les autorités avaient hésité à agir, entre autres, par peur d'être accusées de racisme. Pendant que ces réseaux opéraient pendant 2 décennies, la police britannique procédait et procède encore à environ 12 000 arrestations par an pour ce qu'on appelle des non-crime hate incidents, des paroles, des tweets, des messages. Vous voyez la disproportion ? Pendant que des mioles organisés se déroulaient sous les yeux des autorités, le système judiciaire mobilisait son énergie pour des mots, pour des idées. C'est exactement la condition numéro 3 de la grille de Walter, la perte du monopole de la violence légitime à géométrie variable. Et c'est dans ce climat-là, en décembre 2025, qu'Henri Novak meurt, menotté sur le trottoir, parce que son agresseur a prononcé les bons mots. Le procureur de la Couronne, devant le tribunal, a dit en mai 2026 que la vidéo trouvée sur le téléphone d'Henri ne contenait aucune insulte raciste. Aucune. L'accusation suffit. Pas besoin de preuves. La police menotte le mourant. Cocher la factionnalisation identitaire. Cocher la perte du monopole de la violence légitime. Cocher le déclassement vécu. Cocher l'effondrement du récit commun. Cocher l'affaiblissement institutionnel parce qu'au Royaume-Uni, la confiance dans les institutions est au plus bas depuis les années 70. Toutes les cases sont cochées et c'est pour ça que Betts dit ce qu'il dit. J'ouvre maintenant une parenthèse importante parce que c'est le sujet le plus délicat de cette vidéo. Le racisme existe. Vraiment. C'est documenté, c'est mesurable, c'est réel. Jamais je ne l'ai nié, jamais je ne le nierai. Et jamais je ne le nierai pour qui que ce soit, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion. Tous le subissent. Mais regardez bien ce qui se passe. On est passé depuis une quinzaine d'années du combat contre un racisme réel à autre chose, à une instrumentalisation de l'accusation de racisme comme outil. Outil de neutralisation, outil de défense judiciaire, outil de positionnement politique, outil de carrière. Et ça, je vais le dire clairement, c'est dégueulasse. Parce que ça nuit en premier lieu aux vraies victimes de racisme. Le jour où tout le monde est traité de raciste pour un mot, plus personne n'écoute la personne qui se fait vraiment cracher dessus dans la rue à cause de sa couleur de peau. Quand l'accusation devient une arme tactique, elle perd toute valeur morale. Et le racisme, qui doit rester un tabou absolu, devient un terme banalisé que les gens finissent par
tellement banalisé, que les gens finissent par hausser les épaules en l'entendant. Pire, cette instrumentalisation produit exactement le résultat opposé à celui qu'elle prétend chercher. Elle radicalise, elle fabrique de la rancœur chez des gens qui n'en avaient pas, elle pousse vers les marges des gens qui auraient pu rester au centre. C'est ça, le mécanisme de la guerre civile en mode lent. Pas des armées, pas des fronts, juste une accumulation d'humiliations réciproques jusqu'au moment où plus personne ne se parle. Et avant de regarder ce qu'en dit l'IFOP, regardons ce qui se passe en ce moment même chez nous en France. Le 13 mai 2026, il y a quelques jours à peine, est sorti dans les salles le film L'Abandon de Vincent Garanque. Présenté hors compétition à Cannes, le film retrace les 11 derniers jours de la vie de Samuel Paty. Pour ceux qui auraient oublié, Samuel Paty, c'est ce professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine, décapité le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste tchétchène pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Avant son meurtre, Paty avait été victime d'une cabale numérique. Cabale déclenchée par la plainte d'un parent d'élève, plainte qui s'est révélée mensongère devant la justice. L'élève n'était même pas présente au cours qu'elle décrivait. Le mensonge avait été relayé par un activiste islamiste, Abdelhakim Sefrioui. Et l'engrenage avait fait le reste. Le titre du film, L'Abandon, dit l'essentiel. Paty a été abandonné par sa hiérarchie, par une partie de ses collègues, par une institution incapable de distinguer une accusation infondée d'une vraie alerte. 6 ans plus tard, la sortie du film provoque une polémique. Plusieurs influenceurs et médias de gauche radicale qualifient l'œuvre d'islamophobe et de dangereuse. Le mécanisme, en plus discret, n'a pas changé. On disqualifie le récit avant d'avoir vu le récit. Et pendant que le film sort à 30 km de là, à Bondy, au lycée Jean Renoir, des accusations de racisme circulent depuis des semaines contre des personnels enseignants. Une mobilisation lycéenne a eu lieu le 18 mai 2026, soutenue par les syndicats. Un compte Instagram dédié relaie les accusations. Une enquête judiciaire est en cours depuis novembre 2025, une enquête administrative depuis avril 2026. Je ne dis pas ici qui a raison ou qui a tort à Bondy. La justice tranchera, je dis simplement ceci. La condamnation publique des personnes mises en cause circule massivement avant que la moindre enquête n'ait abouti. Et c'est exactement le mécanisme qui a tué Samuel Paty. Pas le résultat, le mécanisme, l'accusation qui devient verdict avant le procès. Et chaque fois que ce mécanisme tourne, peu importe ce que l'enquête finit par établir, le pays se déchire. Un peu plus. Et maintenant, l'état de la France. Le 26 mars 2025, l'IFOP publie pour Le Figaro un sondage intitulé « La cohésion nationale à l'épreuve des divisions ». Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qualifie les résultats d'inédits. 42% des Français anticipent une guerre civile. Il y en a forcément parmi vous. 80% craignent une explosion sociale dans les mois qui viennent, un record historique selon l'IFOP. 60% des Français doutent de la capacité des institutions à garantir une stabilité politique. 88% citent l'évolution de la délinquance comme cause majeure du délitement. 82% pointent la concentration de population. Ces chiffres, ce ne sont pas des sondages de valeur actuelle, c'est l'IFOP. Pour Le Figaro, des institutions ancrées dans le centre droit modéré lu par des chefs d'entreprise et des hauts fonctionnaires. À ces chiffres, ajoutez la tribune des généraux d'avril 2021 qui parlait déjà du risque de délitement. Ajoutez les travaux de Jérôme Fourquet, sociologue à l'IFOP, qui a publié L'archipel français en 2019. Une France qui n'est plus une nation traversée de désaccords, mais un archipel d'îles qui ne se parlent plus. On n'est pas le Royaume-Uni. On a quelques cases en moins. Mais on en a déjà beaucoup de cochés. Et l'expérience historique, c'est que les cases se cochent vite quand elles commencent à se cocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? À notre échelle, on ne va pas changer la politique d'Emmanuel Macron, ni celle de Keir Starmer, ni celle de qui que ce soit d'autre. Soyons honnêtes là-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est 4 choses. La première, choisir où l'on vit.
en conscience, évaluer froidement le lieu où on est, la densité, la nature du tissu social, local, l'accès aux ressources, la résilience du territoire. Pas par fuite, simplement par lucidité. La deuxième, c'est construire du lien réel avec ses voisins. Vraiment, qui qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Une guerre civile, ce n'est pas une force qui tombe du ciel, c'est l'effondrement d'un tissu humain local. Plus votre tissu local est solide, plus vous êtes hors de portée de la dynamique. La troisième, c'est refuser de devenir ce qu'on craint. Si vous passez vos soirées à scroller des vidéos qui vous remplissent de haine par une catégorie de population, vous participez au problème, même passivement. La haine vous abîme avant d'abîmer celui qu'elle vise. La quatrième, c'est de refuser d'être instrumentalisé par les militants identitaires de droite, par les militants identitaires de gauche et surtout par les politiques qui ont besoin de votre rage pour exister. Gardez la tête froide est l'acte le plus subversif qu'il vous reste aujourd'hui. Ce n'est pas se joindre à un des deux groupes, c'est résister à la pression de rejoindre l'un des deux groupes qui est pour moi l'acte le plus subversif et le plus anti-système que vous pouvez adopter. Je termine par une simple chose. Nommer un risque, comme je vous l'ai dit, n'est pas le souhaiter. Si je vous parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas pour vous mettre en colère contre vos voisins. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est exactement le contraire. C'est pour qu'on garde la possibilité de continuer à vivre ensemble, vraiment dans un pays qui se respecte. La guerre civile ne profite à personne. Pas aux uns, pas aux autres, pas à ceux qui sont là depuis 20 générations. Pas à ceux qui sont arrivés hier. Restez lucides, restez humains, restez debout, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.